Bonjour. Dans ce cours, on va traiter un chapitre sur Internet et le World Wide Web. Je suis Sofiane Mahatley, je suis l'instructeur de ce cours. Comme d'habitude, ce cours a pour but de discuter l'évolution Internet, d'identifier les différents types d'individus, des entreprises, d'organisations et communautés Internet et leur expliquer leurs objectifs. Aussi, on va décrire les options des appareils qui vont être connectés à Internet, ainsi que certaines considérations qu'on doit prendre en charge pour la sélection d'un fournisseur du service Internet. Quatrièmement, on va comprendre ensemble comment rechercher ou lancer efficacement une recherche sur Internet et comment citer correctement les ressources Internet. Cinquièmement, on va énumérer plusieurs façons de communiquer sur Internet ou plus du courrier électronique. Sixièmement, on va énumérer plusieurs activités utiles qui peuvent être effectuées via le web. Septièmement, on va discuter la censure et la vie privée lorsqu'on va utiliser le réseau Internet. Donc, si je vois le plan de ce cours, donc on va commencer par un aperçu général sur qu'est-ce qu'on entend par le mot Internet. On a déjà évoqué dans le dernier chapitre, que Internet, c'est un réseau. C'est un réseau qui connecte tout le monde, tous les pays, tous les utilisateurs des entreprises, etc. Et on véhicule des informations entre ces différentes entités. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'un le 3W, World Wide Web, et comment ça fonctionne sur Internet, ce réseau-là, et bien sûr, le, euh, les spécificités du réseau Internet, bien sûr, pour l'envoi des informations. C'est très important de connaître au moins ces éléments de base dans ce cours. Donc, je vais préparer ou commencer par le réseau Internet. Donc, le réseau Internet, il a commencé dès les années 1969 avec le réseau qui s'appelle ARPANET. Donc, ici, c'est un projet, ARPANET, c'est un projet lancé chez le ministère de la Défense aux États-Unis. Et le but, c'est créer un réseau informatique qui permet de connecter tous les chercheurs situés à différents endroits. Le but, c'est pour se communiquer entre eux. Aussi, notre finalité, c'est construire un réseau informatique capable d'envoyer et de recevoir des données sur une variété de chemins, c'est-à-dire plusieurs chemins entre les émetteurs et les récepteurs. Après, on va connecter des superordinateurs et bien sûr, ce réseau-là, il permet aux chercheurs de quelques dizaines d'institutions universitaires de communiquer entre eux avec leurs agences gouvernementales. Donc, voilà une machine des années 90 et la machine d'aujourd'hui. Et donc, Internet 2, c'est quoi? C'est un consortium ou un ensemble de chercheurs, éducateurs, leaders de technologies d'industrie, des gouvernements, des communautés civiles internationales qui sont connectés entre eux. Et là, ce réseau Internet 2.2, il relie plus de 200 institutions qui sont membres pour déployer, tester et les nouvelles applications et technologies réseau. Il est conçu comme un outil de recherche et un outil de développement. Il est utilisé pour déployer des applications, des technologies avancées, ainsi que il y a une grande partie de recherche sur Internet 2 et axée sur la vitesse.
Voilà, donc ici, on parle des utilisateurs. Qui sont ces utilisateurs-là? Ce sont des personnes qui utilisent Internet pour récupérer le contenu, effectuer des activités en ligne, c'est-à-dire des recherches en ligne, de téléchargement, d'envoi des données, etc. Et donc, on définit aussi ce qu'on appelle les fournisseurs de services Internet ou FAI. Et là, ce sont des providers, exemple, mais c'est pas un exemple, c'est-à-dire limité. C'est Alcatel, Verizon, Comcast, Etherlink, Hughes, etc. Et bien sûr, là, on définit aussi ce qu'on appelle les fournisseurs des informations ou des contenus Internet et qui fournissent des informations disponibles via Internet et peuvent être des entreprises commerciales, des organisations à but non lucratif et des établissements d'enseignement ainsi que des individus. Donc, on définit aussi les fournisseurs de services d'application et les services web, c'est-à-dire les gens qui font le développement de ces différentes applications. Il y a aussi des entreprises d'infrastructure. Et là, ce sont les entreprises qui déploient les équipements réseau, les installations de la fibre optique, des câbles coaxiaux, les réseaux, les serveurs, les équipements de sécurité, etc. On définit aussi les entreprises qui développent du matériel et du logiciel, sont les fabricants généralement ou des distributeurs de ces produits sur Internet et qui pour aider au développement du réseau Internet, ainsi que on peut définir aussi le gouvernement et les gouvernements, bien sûr, et les organisations. Il y a beaucoup de gouvernements qui ont un impact sur le réseau Internet. Donc, le mythe de Internet, il y a 10 mythes. Donc, le premier mythe, c'est que le réseau Internet, il est gratuit. C'est-à-dire, bon, c'est pas 100% gratuit. Et voilà, donc vous pouvez naviguer facilement, gratuitement sur Internet pour lire des articles, etc. Est-ce que quelqu'un contrôle Internet? Donc, généralement, le mythe 2, c'est que généralement, les pays ou les gouvernements de chaque pays, elles contrôlent l'Internet, voilà, pour éviter la mauvaise exploitation de Internet. Parce que tout le monde il est connecté, peut-être il y a de l'exploitation, peut-être il y a de la triche, il y a du discovery, etc. Et là, les gouvernements ils doivent mis en place des mécanismes pour lutter contre ça. Il y a le Internet et le 3W, est-ce que sont identiques? Donc ici, le Internet, plusieurs personnes, il dit, voilà, les deux sont identiques. Mais dans l'usage quotidien, de nombreuses personnes utilisent les termes Internet et Web de manière interchangeable. Ce n'est pas la même chose. Techniquement, Internet, c'est le réseau physique. Le web est l'ensemble de pages web accessibles via ce réseau Internet. Donc, lorsqu'on parle de Internet, c'est le réseau. Et le web, c'est la partie applicative. Donc, la majorité des activités Internet se déroulent via les pages web et il existe des ressources Internet autres que le web qui ne sont pas accessibles via un navigateur web. Pour bénéficier d'Internet, on a besoin de plusieurs types d'appareils. On a besoin des ordinateurs personnels, on a besoin des smartphones, on a besoin des tablettes, on a besoin des smartphones, des tablettes, des appareils mobiles, ainsi que des appareils de jeu télévisés. On a besoin aussi des ordinateurs personnels, hein. Là, voilà. Ici, on parle de la vitesse de connexion du réseau Internet et accès à Internet. Voilà. Il y a différents types ici de moyens de connexion. Comme vous voyez, il y a l'accès commuté, mais il est très faible. C'est la ligne téléphonique avec elle. Donc là, c'est 56 kilobits. C'est très faible.
Et là, il y a beaucoup de latence. Il y a le réseau, bien sûr, fixe et sans fil. On a le réseau satellitaire, on a le réseau ADSL, il y a le réseau câblé. Le réseau câblé avec des débits qui atteignent 30 mégas. C'est quand même 30 mégas et important, hein. Il y a les réseaux sur fibre, radio over fiber, qui atteint le 75 mégas. Et il y a plus, hein. On peut tester, par exemple, ici. Si vous voulez, pour tester, voilà, je vais vous donner un moyen pour tester la connexion. Donc, il y a une application qui s'appelle Okla Test. Et voilà, ce speed by Okla, il va vous aider à calculer. Vous voyez, vous pouvez calculer facilement la vitesse. Voilà. Alors, hmm. On a fait le test. La connexion, c'est un peu de faible pour moi. Donc, c'est environ, vous voyez, 8 9 mégas, 12 mégas, il atteint. Parce que c'était une connexion sans fil, en fait. La fibre est en cours d'installation. euh, donc, il va prendre un peu de temps. Et voilà. Donc, il y a un volume en download, c'est en téléchargement. Un autre volume en upload, c'est 8 mégas, etc. Donc, voilà quelques statistiques sur la table de comparaison entre les différentes technologies qu'on a déjà évoquées par rapport à la vitesse ou le débit de consommation et le prix. Voilà, c'est juste une idée sur le prix. À partir de ce tableau, on peut voir hein, que la liaison euh, la plus chère, c'est la liaison ROF ou la liaison câblée ici même. Peut-être la fibre optique, c'est un peu cher. Donc, on a aussi les points d'accès sans fil. Donc, les applications, on peut les trouver dans les cafés, dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans les campus et collèges universitaires. Donc, comment on va sélectionner le AFAI? Donc, ici, donc, je vais euh, poser des questions. Donc, est-ce que le service fourni par ce fournisseur, est-ce qu'il est compatible avec mon appareil? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une limite sur la bande passante mensuelle? Oui ou non? Quels sont les niveaux? Combien d'adresses email puis-je voir? Quelle est la taille limite des emails entrant sortant? Existe-t-il des fonctionnalités ou des avantages spéciaux pour les membres? Et le service, est-ce qu'il inclut-il un hébergement du site web? C'est très important. Donc, il y a aussi la vitesse. Quelle est la vitesse maximale et habituelle de la parle? Quelle est la vitesse permise vraiment? De combien le service ralentit-il dans des conditions défavorables? Et bien sûr, on offre aussi le support. Donc, il y aura l'assistance technique téléphonique est-elle disponible, oui ou non? Le support technique basé sur le web, par exemple, via email est-il disponible? Y a-t-il des frais pour le support technique? Pour les coûts, quel est le coût mensuel du service? Est-ce que moins élevé si je prépare quelques mois à l'avance? Quels sont les niveaux disponibles?
Y a-t-il des frais d'installation? Si oui, est-ce qu'il y a des accords à long terme, etc. Donc, il y a beaucoup de questions à poser, bien sûr, pour déterminer et choisir le bon FAI. Donc, les étapes spécifiques de configuration de votre ordinateur pour utiliser ce type de connexion Internet, vous avez sélectionné, il dépend du type de périphérique et type de connexion. Donc, le FAI que vous allez le choisir, suivant toute cette spécificité de sélection, ainsi que on a besoin de certains types de connexion Internet. Donc, ça dépend de leur existence dans notre environnement, oui ou non. Donc, tel que le satellite, le haut débit sur fibre, les installations professionnelles, etc. Et bien sûr, vous devrez généralement sélectionner un nom d'utilisateur et le mode de paiement. Une fois que l'ordinateur est correctement connecté à Internet, vous devez bien sûr ajouter le matériel supplémentaire, connecter d'autres ordinateurs et périphériques. Maintenant, on va voir comment lancer une recherche sur Internet. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on a besoin? Outre la machine, outre la connexion, on a besoin d'un navigateur. On appelle ça navigateur ou browser. Et ce navigateur-là, ça contient ce qu'on appelle le moteur de recherche. Et là, je vais mettre un mot bien déterminé ou une phrase, etc. Ou taper des mots-clés qui sont séparés par des virgules ou autres. Et bien sûr, je lance et il s'ouvre, bien sûr, plusieurs pages qui sont, bien sûr, ça dépend de la priorité du mot de passe, etc. Ça dépend de leur référencement. Et donc, je vais choisir la page adéquate pour, bien sûr, naviguer. Bon, il y a ici des termes spécifiques. Ça dépend de la fonctionnalité de l'outil. Donc, j'ai besoin d'une calculatrice, un compétition de devis, des dictionnaires, un résultat sportif, les levées de soleil, le plan de riz, voilà, les météos, etc. Donc, dans la stratégie de recherche, on peut utiliser des phrases. Donc, euh, donc ici, on peut utiliser des phrases de recherche utilisées. Par exemple, le chien, il te donne aussi le nombre de pages trouvées et des titres de première page. Les deux pages citées, bien sûr, au résultat, qui ne sont pas parrainées, par exemple, parce qu'il y a le parrainage avec l'argent, c'est-à-dire il va citer des pages qui sont publiées avec des moyens de publicité spécifiques. Donc là, ce sont les pages les plus recommandées qui répondent bien à mon besoin. Il y a des utilisateurs des opérateurs booléens, il y a aussi des utilisations de plusieurs sites de recherche, il y a l'utilisation des mots-clés, des synonymes, des variantes de forme de mots, voilà. Il y a plein de choses. Il y a aussi l'évaluation des résultats de recherche, c'est-à-dire comment je trouve est-ce que le résultat de recherche est pertinent ou non. Donc, deux questions à se poser avant de cliquer sur un lien dans le résultat. Est-ce que les lignes, le titre et la description indiquées correspondent-ils aux informations que vous cherchez? Oui ou non? L'URL provient-elle d'une entreprise ou d'une organisation appropriée? Oui ou non? Une fois qu'une page web appropriée est trouvée, le processus d'évaluation n'est pas toujours pas terminé. Pour déterminer si l'information est fiable, il faut évaluer à la fois l'auteur, la source, pour décider si l'information peut être considérée confiable.
oui ou non, et si elle est biaisée ou non. Et donc, on doit vérifier une date pour voir quel point de ces informations sont tous à jour. Donc, on peut citer aussi des ressources sur Internet, des magazines, des journaux, des articles de pages web, des contenus de pages web, les courriers, etc. Donc, autre type de communication en ligne, on trouve des applications en ligne comme le chat avec les caméras vidéo, l'appel ou des messages qu'on peut travailler. Il y a la messagerie instantanée et IM ou messagerie texte. Il y a aussi la mise à jour pour Twitter sur les réseaux sociaux. Il y a les forums. Il y a les pages sur IP, le VoIP. Voilà, toutes les différentes types de câblage et de connexion entre les différents réseaux sur Internet, webconférences et le webinaire, etc. On a aussi les réseaux sociaux et les réseaux médias sociaux. C'est-à-dire, je peux connecter à un réseau via donc la connexion, ça sera faite par des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, ou avec se connecter sur YouTube pour partager du contenu sur Twitter, sur Facebook. Voilà, Facebook. On peut aussi faire de l'achat et l'investissement en ligne, achat en ligne et enchères en ligne. On peut utiliser des banques en ligne et des investissements en ligne. Voilà. On peut écouter des musiques, télévision, vidéos, films en ligne, des jeux en ligne aussi, les nouvelles et les informations de référence, les portails, les flux RSS et le podcast, et le web, c'est-à-dire sur Internet, les produits des entreprises, le gouvernement, des pages sur les gouvernements, etc. L'éducation et l'écriture en ligne. Comme notre cas, on fait de l'éducation, des nouvelles et des informations de référence, des tests en ligne, des produits des entreprises gouvernementaux et des informations en ligne, gratuites, Wikipédia. Et bien sûr, on passe maintenant à la partie sécurité un peu. C'est que on a ce qu'on appelle dans l'option de navigation. Donc, je peux bloquer quelques pages web. Je peux utiliser aussi des logiciels tiers qui pour bloquer, par exemple, si je suis dans une entreprise, je vais bloquer, par exemple, les réseaux sociaux aux différents sites web, aux différentes machines qui exploitent le réseau. Et donc, là, ça dépend de votre choix, donc comment on va travailler autre que le déploiement bien sûr, l'accès à ces sites web. Et donc, dans ce cas, on peut bloquer euh, des sites malicieux, peut-être les sites des réseaux sociaux ou autres, bien sûr, ça dépend bien sûr, de la politique de chaque entreprise. Il y a aussi, on peut définir confidentialité des navigations web. Je peux, bien sûr, supprimer tous les fichiers temporaires, y compris les cookies, parce que dans les cookies, il y aura une sauvegarde de quoi? Les informations privées. On peut aussi sélectionner l'un des paramètres de confidentialité. Voilà. Quoi d'autre? Je peux utiliser les emails cryptés pour envoyer des mails. Voilà. Il y a des mails non cryptés, des mails cryptés. Et voilà. Donc, je passe maintenant à faire une petite démonstration sur la partie recherche. Donc voilà, j'ouvre
ce fichier, le navigateur, et je lance par exemple, je cherche le mot Midoshin. Voilà, je vais entrer. Voilà, je dis, on a 5 170 000 résultats. Donc, le résultat de 0,30 secondes. Et voilà, vous avez plusieurs pages avec le mot Future des universités. Je peux choisir soit all, soit je peux catégoriser, c'est-à-dire choisir seulement les images. Voilà. On peut utiliser par exemple les news, utiliser des vidéos sur Notion, ou voir le book, les finances. Voilà, ça dépend. On va traiter ce qu'on appelle le réseau et sécurité et Internet. Donc, comment on va sécuriser le réseau Internet? Voilà. Donc, l'objectif de ce cours, c'est voir comment les utilisateurs des ordinateurs ils doivent se préoccuper de la sécurité réseau. Ils doivent aussi, vous devez être capable d'énumérer plusieurs exemples d'accès non autorisé et d'utilisation non autorisée. Vous devez être capable d'expliquer plusieurs façons de se protéger contre l'accès non autorisé et l'utilisation non autorisée, y compris les systèmes de contrôle d'accès, les pare-feux et le cryptage. Quatrièmement, vous devez être capable de donner plusieurs exemples de sabotage informatique. Énumérer aussi comment les particuliers et les entreprises peuvent se protéger contre le sabotage informatique. Discuter aussi le vol en ligne, l'usurpation des identités, ainsi que le phishing et d'autres types d'arnaques existants. On peut aussi détailler les étapes qu'un individu peut suivre pour se protéger contre le vol en ligne, le vol d'identité, l'usurpation d'identité, le phishing et d'autres types de scoring. On peut identifier aussi les risques pour la sécurité personnelle associés à l'utilisation d'Internet, ainsi que énumérer les mesures que les individus peuvent prendre pour protéger leur sécurité personnelle lorsqu'ils utilisent Internet. Donc, à la fin, on va discuter l'état actuel de législation et législation mise en vigueur pour la sécurité réseau Internet. Donc, je commence par un aperçu global. Donc, l'utilisation du réseau domestique et personnel sur Internet, elle augmente le risque d'accès informatique non autorisé, des vols, des fraudes et d'autres types de délits informatiques. Donc, dans ce chapitre, on va discuter tous ces phénomènes-là et bien sûr les questions de la sécurité personnelle liée à Internet ainsi que un aperçu de législation relative à la sécurité des réseaux. Donc, pourquoi on doit se préoccuper de la sécurité réseau? Donc, il y a de nombreux problèmes de sécurité Internet qui peuvent être classés dans la catégorie des délits informatiques. On a la cybercriminalité informatique, parfois, voilà, c'est appelé aussi criminalité. Elle comprend tout acte illégal impliquant un ordinateur, problème de sécurité important. C'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui est souvent réalisée par des criminels chevronnés. Certains problèmes de sécurité, comme lorsqu'un logiciel espion modifie la page d'accueil de votre navigateur ou lorsqu'on vole votre identité et achète des articles en utilisant votre nom, votre numéro de carte de crédit. Donc, les utilisateurs de l'ordinateur doivent être conscients des problèmes de sécurité liés à l'utilisation des réseaux informatiques
et Internet. Donc, ces différents types de risques de sécurité sont le plus souvent existants dans l'utilisation de réseaux Internet. Outre que les accès non autorisés et les utilisations non autorisées, donc on a ce qu'on appelle le piratage. Le piratage, c'est quoi? C'est le fait de s'introduire à un ordinateur ou à un réseau de façon illicite. Le but, c'est de voler les données, saboter un système informatique, effectuer un autre type d'acte illégal. Et donc, les vols de données sur des consommateurs a bien sûr augmenté considérablement au cours des dernières années. Plus de 1600 violations de données ont été découvertes en 2012. Donc, les pirates ciblent également les attaques des individus très spécifiques, tels que les consommateurs de produits d'autres personnes qui ont accès à des données d'entreprises précieuses. Et aujourd'hui, les pirates accèdent souvent via un réseau sans fil. Donc, les réseaux sans fil sont largement utilisés et sont plus faciles à pirater que les réseaux câblés. Donc, ici, on parle aussi de la conduite des guerres et connexions sans fil. Il y a l'interception de l'appel ou de la communication au lieu d'accéder aux données sauvegardées sur un ordinateur via le piratage, certains criminels obtiennent un accès non autorisé sur vos données, vos fichiers, vos appels VoIP et autres contenus lorsqu'ils sont envoyés sur le réseau Internet. Une fois interceptés, les données peuvent être utilisées à des fins non intentionnelles ou frauduleuses. Donc, l'utilisation généralisée des réseaux sans fil avec des ordinateurs domestiques et de bureau, ainsi que avec les smartphones et ou autres appareils portables, a ouvert de nouvelles possibilités d'interception de données. Avec un nombre croissant de propriétaires de smartphones stockant des données sensibles, leur appareil, le risque que ces données soient interceptées va être augmenté. Et donc, on a une tendance relative récente telle que les criminels interceptent les informations des cartes de crédit, les logiciels de reflage des paquets recueils de données de transactions, puis les envoient aux pirates. Donc ici, il devient primordial de protéger contre ces différents facts. Et là, on peut faire des systèmes de contrôle d'accès donc ici, avec des emails, des passwords, des one-time passwords, entrer les codes pour la vérification. Et bien sûr, ici, on va bien sûr utiliser des systèmes d'accès aux connaissances qui utilisent des mots de passe, bien sûr, renforcés. Donc, il fait, par exemple, ici, il te donne la stratégie de mot de passe à utiliser. Faites de sorte que le mot de passe contient au moins 8 caractères et inclut des lettres majuscules et des minuscules. On va choisir ici des mots de passe qui ne figurent pas dans un dictionnaire, par exemple, mais des mots de passe qui n'utilisent pas votre nom. Déterminez une phrase secrète dont vous vous souviendrez et utilisez des lettres et symboles corrects, c'est-à-dire des majuscules, des minuscules, des chiffres et caractères spéciaux, de développer un système utilisant un mot de passe pour les sites web. Ne gardez pas une copie écrite du mot de passe. Modifiez fréquemment vos mots de passe. Utilisez des moyens de système d'accès aux objets possédés, des accès physiques, des accès logiques, des systèmes de contrôle biométrique comme les lecteurs d'empreintes digitales, les lecteurs de veine, les systèmes de reconnaissance visage, les Iris Recognition System, avec le rétine, le contrôle d'accès au réseau sans fil. Voilà, avec les logins, les passwords. Et donc, on utilise aussi les pare-feux, les moyens de chiffrement, les VPN. Les pare-feux, en fait, ici, un exemple de pare-feu le plus utilisé sur les machines Windows, par exemple, le Windows Defender ici, si vous connaissez. Defender sur la machine Windows. Et là, on peut trouver facilement que ce Defender-là, vous voyez, c'est un pare-feu.
et il va bloquer il a des règles en entrant, c'est-à-dire dans le flux entrant sur la machine et des règles sur sortant. Et là, je bloque tous ces sites existants. Je peux utiliser, on a déjà expliqué l'autre fois, le réseau RTN, les chiffrements, c'est chiffrer les données de bout en bout, comme les emails, on peut envoyer le chiffrement. Le chiffrement, il nous aide à, à définir ce qu'on appelle l'intégrité de nos informations, c'est-à-dire il n'y a pas de manipulation des données au cours de route. Il y a des réseaux VPN, donc ils sont conçus, comme j'ai dit l'autre fois, il y a deux types. Il y a le bout en bout où le client, le site. Et donc, ça dépend des types qu'on va l'utiliser. Et donc, il est conçu pour utiliser un canal sécurisé, chiffré avec le protocole EPC, que surtout dans la communication géographique de bout en bout. Il utilise le cryptage et d'autres mécanismes de sécurité pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau distant et que les données ne peuvent pas être interceptées pendant le transit et qui sont utilisées par les entreprises et les particuliers sur les points d'accès. Une fois un VPN configuré, l'utilisateur n'a qu'à se connecter pour utiliser le VPN. Par exemple, les hommes d'affaires utilisent un VPN mis en place pour les entreprises. Les particuliers peuvent créer leur VPN personnel à l'aide d'un logiciel conçu pour ça. Et donc, ce logiciel crypte automatiquement le trafic Internet. Et donc, il y a des précautions supplémentaires concernant le point d'accès public. Donc, ici, ce sont des recommandations qui disent qu'il faut désactiver les connexions automatiquement faites. Attention à la liste des points d'accès. Utiliser un point d'appareil personnel. Utiliser un VPN partiel et entrer uniquement le mot de passe et le numéro de carte de crédit dans les pages web sécurisées. Si vous n'utilisez pas le VPN, cryptez tous vos fichiers sensibles, désactivez le partage des fichiers, désactivez le Bluetooth et le Wi-Fi, désactivez les fonctionnalités ad hoc pour empêcher un autre appareil de se connecter directement à votre appareil. Utilisez le logiciel antivirus et assurez-vous que votre système d'exploitation et vos navigateurs sont à jour. Donc, il y aura aussi ce qu'on appelle le réseau zombie, un ordinateur robot, le bot, un zombie, c'est-à-dire un ordinateur qui est contrôlé par un pirate informatique ou un cybercriminel informatique. Où il y a aussi le botnet, c'est un groupe de bots qui sont contrôlés par un individu et qui peuvent travailler ensemble de manière coordonnée. Les criminels créent de plus en plus de botnets à utiliser pour le sabotage informatique et les trafiquants vendent également souvent leurs services de botnet pour envoyer des spams et lancer des attaques Internet au nom de leurs clients, voler des informations d'identité. Il y a des robots qui sont également utilisés pour commettre des fraudes ou des clips. Il y a aussi les virus informatiques. Donc, un virus, c'est un programme peu scrupuleux qui est créé intentionnellement et qui s'intègre dans un fichier. Le fichier infecté est ensuite publié sur une page web où il sera téléchargé via Internet ou envoyé sous format de pièces jointes à un grand nombre d'emails et comme ça, envoyer ce fichier va affecter plusieurs machines et un virus qui va se propager très rapidement car chaque ordinateur qui entre en contact avec le virus, que ce soit via un support de stockage amovible, infecté, un fichier téléchargé. Après, il va infecter une pièce jointe et bien sûr, il va infecter tous les systèmes. S'il n'y a pas de logiciel antivirus, c'est foutu. Et lorsque le fichier infecté, voilà, il est ouvert, donc il va infecter toutes ces machines et bien sûr, on doit mettre en place
des antivirus qui sont toujours à jour. Il faut mettre à jour ces antivirus. Il y a aussi des logiciels malveillants comme les virus informatiques, les cheval de Troie, les logiciels malveillants informatiques ou mobiles. Et ces logiciels-là sont encore axés sur l'agence, c'est-à-dire lorsqu'on va l'installer, il y a un agent qui va être installé sur le terminal et le logiciel malveillant conçu pour voler les données des cartes bancaires, les utiliser sur le smartphone, les logiciels malveillants qui passent des appels où on voit des SMS et des numéros surtaxés. Voilà. Il y a aussi l'attaque de déni de service. C'est que l'ordinateur du pirate envoie plusieurs requêtes simultanément. Chaque requête demande d'établir une connexion au serveur et fournit des fausses informations de retour. Donc, une attaque DOS distribue plusieurs ordinateurs, envoie plusieurs requêtes en même temps. Et voilà, donc il y aura le principe de DDoS. Il y a aussi l'altération des données, des programmes ou des sites web. Un autre type de sabotage, c'est de produire lorsque les pirates pénètrent dans un système informatique afin de supprimer des données, modifier des programmes, altérer autrement les données et les programmes qui se trouvent, modifie les données et les programmes illégaux. Et donc là, les données des sites web peuvent également être altérées par des pirates. Comment se protéger contre ces sabotages informatiques? On doit mettre en place des logiciels sécurisés. Autre précaution de sécurité, donc on va utiliser des logiciels antivirus et on détecte et on supprime généralement ces virus vers d'autres logiciels malveillants. Et ces logiciels anti-espions détectent et suppriment généralement les logiciels espions et les coquilles de suivi. Et on a aussi des stratégies de prévention des virus. Exemple, on utilise un logiciel antivirus pour vérifier les messages électroniques et les fichiers entrants et télécharger régulièrement des définitions de virus mis à jour. Se limiter le partage des cartes mémoire flash, des clés USB et d'autres supports de stockage amovibles avec d'autres. Ne téléchargez que les fichiers provenant du site. Répétez, pour tout fichier téléchargé dont vous n'êtes pas sûr, téléchargez-le sur un site web tel que Virus Total qui teste les fichiers pour détecter les virus avant de les ouvrir. Gardez la fenêtre d'aperçu de votre programme de messagerie fermée afin de ne pas afficher les messages tant que vous n'aurez pas déterminé qu'ils peuvent être consultés en toute sécurité. Évitez de télécharger les fichiers à partir de peer-to-peer. Exemple, un autre exemple de usurpation d'identité, le hameçonnage, le piratage des réseaux sociaux, le farming. Donc, on peut voler l'identité. Donc, le voleur, ce qu'il va faire? Il obtient des informations sur un individu à partir d'un courrier jeté. Ces dossiers, dossiers des employés, des transactions par carte de crédit, des fichiers sur le serveur web ou une autre méthode. Donc, le voleur effectue des achats, ouvre de nouveaux comptes de carte de crédit au nom de victime. Souvent, le voleur change l'adresse sur le compte pour retarder la découverte. Les victimes découvrent généralement en se voyant refuser un crédit ou étant contactés au sujet de factures en souffrance générée par le voleur. Donc, il va effacer son nom après un vol d'identité. Pour le vol d'identité, on a aussi le piratage des réseaux sociaux, le farming, on a aussi les scories sur Internet. Mais voilà, donc l'idée, c'est de protéger contre les vols d'identité, le hameçonnage, le piratage des réseaux. Et donc, un email de phishing peut être qu'il tente de vous effrayer que vous, si vous répondrez en semblant urgent, notamment en vous avertissant que votre compte sera annulé si vous ne répondez pas ou on vous dise que vous avez été victime d'une fraude. Vous demande de fournir des informations personnelles tels que votre numéro de compte bancaire, un mot de passe de compte, un numéro de compte de crédit, un code PIN, le nom de jeune fille
ou votre mère ou votre numéro de sécurité sociale. Il contient des liens qui ne vont pas là où le texte du lien indique qu'il ira pointer sur un lien hypertexte dans le message électronique pour afficher l'URL de ce lien pour avoir le domaine réel utilisé. Il utilise des logos légitimes de l'entreprise sur laquelle l'optionneur se fait passer. Il semble prévenir une organisation connue, mais avec vous n'êtes pas associé. Il contient des fautes d'orthographe ou de grammaire. Et donc ici, on met à votre disposition des différents conseils pour éviter les vols d'identité. On doit protéger votre numéro de sécurité sociale, ne le communiquer qu'à la nécessité. Soyez prudent avec votre courrier physique et vos déchets. Déterrorisez tous les documents contenant des données sensibles. Sécurisez vos ordinateurs. Soyez prudent. Utilisez des mots de passe forts pour votre ordinateur et vos comptes en ligne. Vérifiez les sources avant de partager des informations sensibles. Soyez vigilants lors de vos déplacements. Surveillez vos factures et surveillez vos rapports de solvabilité et utilisez des logiciels de sécurité ou de fonctionnalités de navigateur qui vous avertissent si vous avez essayé de consulter un site de phishing connu. Et donc là, il y aura des outils de anti-phishing, des certificats numériques et des signatures numériques. Voilà, c'est ça les certificats. On peut afficher les résultats des certificats, on peut avoir les certificats s'il est valide ou non. Et donc, s'il y a des problèmes de sécurité personnelle, il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Voilà. Il y a aussi la pornographie en ligne, une variété de documents controversés et potentiellement répréhensibles et disponibles sur Internet. La pornographie est en ligne impliquant des mineurs et illégale. Voilà, il y a la pédophilie. De nombreux experts sont très occupés par la quantité juvénile de pornographie qui peuvent être trouvées et distribuées sur Internet. Ils pensent également qu'Internet permet aux prédateurs sexuels d'agir plus facilement pour avoir des conséquences dévastatrices. Et donc, pour se protéger, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce sont des conseils toujours pour protéger contre le cyberharcèlement et d'autres types de harcèlement en ligne. Il faut utiliser des noms d'identification neutres et non provocateurs et faites attention au type de photos que vous publiez en ligne. Ne révélez pas d'informations personnelles. Ne répondez pas aux insultes. La meilleure façon de protéger les enfants contre le danger en ligne est de rester en contact étroit avec eux. Les parents doivent surveiller les activités de leurs enfants. Les enfants et les adolescents doivent savoir quelles activités sont autorisées, quels types de sites web sont interdits et pourquoi. Les enfants plus âgés doivent également être mis en garde contre l'envoi des photos compromettantes d'eux-mêmes ou des messages sexuels explicites et d'autres pratiques croissantes appelées sextage. Donc, il y aura des législations qui sont mises en vigueur pour la sécurité. Il y a plusieurs c'est-à-dire depuis les années 84, il y a les lois pour la fraude, les lois pour les abus informatiques, il y a la loi pour la protection des infrastructures nationales, il y a le vol électronique, il y a le vol d'identité, il y a la sécurité intérieure, il y a le HIPAA, actuellement, on utilise dans l'assurance maladie, la protection des, euh, des, des, des des dispositions visant à interdire la pornographie juvénile virtuelle, voilà, les spams, etc. Voilà, cette partie du cours est achevée. À toutes, bonjour. Dans ce cours, on va voir un chapitre sur le multimédia et le web. Donc, le but de ce cours, c'est d'avoir la capacité de définir le multimédia basé sur le web et énumérer certains avantages et inconvénients de l'utilisation du support multimédia.
Vous devez être capable aussi de décrire chacun des éléments multimédia suivants et texte, par exemple, les images, les animations, l'audio, le vidéo, et bien sûr expliquer qu'est-ce qu'elle peut faire exactement dans son environnement. Donc, vous devez être capable aussi de décrire les étapes, les principes de base de la conception d'un site web multimédia, ainsi que lister les différentes tâches liées au développement d'un site web et ainsi expliquer comment les langages des balises, les langages des scripts à utiliser dans les pages web et discuter l'utilisation du multimédia dans notre euh, environnement à venir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un multimédia? Donc, il y a plusieurs applications basées sur le multimédia. Exemple, le divertissement, le commerce électronique, la livraison d'informations, les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a plusieurs avantages sur l'utilisation de supports multimédia. Exemple, on peut faire des instructions multimédia ou instructions en texte seul. Donc, avec le média, comme vous voyez ici, c'est plus d'animation. Donc, les éléments multimédia qu'on peut les trouver, actuellement, il y a le texte, donc avec des caractères, euh, voilà, comme vous voyez ici, avec des caractères. Il y a aussi les images, donc vous connaissez tous les images, les photos, les images clipart, les images type GIF, voilà, et les images de type PNG, les formats PNG, les images PNG, c'est l'abréviation de Portable Network Graphics et utilisée ou elle utilise l'extension du fichier PNG avec un format spécifiquement créé en 1996 pour les images et les pages web en réponse aux problèmes des brevets entourant le format GIF. Elle utilise aussi une compression sans pair est, est similaire au format GIF et elle peut être compressée plus efficacement que le format GIF de nombreuses images non photographiques. Il y a aussi les images PNG qui peuvent être utilisées comme des palettes de couleurs spécifiques de 256 couleurs au moins et peut-être peuvent être utilisées entrelacées et de façon transparente. Il y a les images JPEG avec compression, avec pas de compression comme ça, avec compression 40%, 80%, 100%. Bien sûr, la compression elle va minimiser le taux de pixels dans l'image et comme ça, vous voyez que cette image elle devient un peu floue. On peut choisir des formats graphiques ou, voilà, exemple, une vignette pour afficher l'image en temps réel. On peut activer ce qu'on appelle l'animation. On peut ajouter de l'audio, voilà, le vidéo avec le Flash ou le JavaScript. On peut ajouter des vidéos. Donc, l'animation se compose normalement des images individuelles qui s'affichent les unes après les autres pour donner l'impression qu'elles se produisent dans cette séquence. La vidéo commence comme un flux qui continue d'informations visuelles et qui sont divisées en images ou en cadre séparé lorsque la vidéo est enregistrée. Et donc, les images elles sont projetées voilà, en une vitesse de 30 images par seconde. Et voilà, et elle ressemble au flux d'informations qui contenait l'origine. Il y a des fichiers vidéo HD, des fichiers vidéo 4K et Ultra HD qui sont un peu volumineux. Il y a les données vidéo comme les données audio aussi qui souvent qui sont compressées. Il y a des formats de fichiers vidéo que le audio-vidéo interleave, par exemple avec une extension ALI,
avec une extension FLV, MP2, MP4, MP4, désolé, Move, WMV, Windows Media Video, et on définit aussi la vidéo lire sur un site web et enregistrer sur une caméra vidéo numérique qui est éditée au besoin pour créer le fichier vidéo canal. Et donc là, il y a les principes de conception de base. Donc ici, on va créer un site web multimédia. Il est important de garder à l'esprit ce que vous voulez lire via votre site, c'est-à-dire si le message bien sûr, à évoquer à travers ce site et comment vous pourriez amener les gens à visiter votre site pour accéder à votre contenu de, de l'ordre de conception. De la conception, on doit attirer des visiteurs sur votre site, c'est-à-dire à la fin, on a développé un site pour quelle finalité? Et donc, pour vendre, par exemple, tu vois, il faut attracter plusieurs visiteurs. Et donc, les individus aiment les applications qui est intéressante et passionnante. Et donc, les visiteurs du site web ont peu de patience avec les applications lentes à charger ou difficiles à utiliser. Et donc, un site est intéressant s'il fournit des informations utiles ou intéressantes pour son public cible. Et donc, il est important d'actualiser régulièrement le contenu de votre site avec des nouvelles informations actualisées. Et donc, on doit faciliter la navigation et réduire la frustration des utilisations. Donc, on doit concevoir un site web intuitif avec des outils de navigation clairs et cohérents, ainsi que on peut présenter les informations d'une manière logique. Et donc, les pages web doivent également se charger rapidement. Et bien sûr, il faut tenir compte euh, de la grande variété des plateformes. Voilà. Et bien sûr, on peut aider à utiliser ou déterminer la réactivité de votre site. Certains programmes de développement incluent un émulateur qui vous permet de tester votre site web. Et bien sûr, ici, il vient de accorder une attention particulière aux éléments suivants. Donc ici, on doit travailler sur des fonctionnalités qui nécessitent un navigateur spécifique, la taille de contenu de la page, l'article, la ODB, etc. Et donc là, on va déterminer les objectifs du, bien sûr, du, euh, les objectifs et le public visé de votre site. Et donc là, il faut avoir, par exemple, un champ pour faire s'inscrire aux news ou les nouveautés de votre site, les mises à jour. Il doit être fantastique et amusant, il doit être audacieux et propre, conservateur. Voilà. Donc, on peut faire des organigrammes pour la mise en page. Par exemple, ici, un home page avec des roadmaps, des réservations. Et cet organigramme, il va vous faciliter la tâche de préparer votre site web. On peut considérer relativement la conception de navigation. Donc, on a des barres de recherche, des boutons médias sociaux, des plans de site, des plans d'accueil, la part de navigation. On peut considérer les accès, la compatibilité des appareils, que ce soit des smartphones, des tablettes, des iPhones, des machines, des PC, etc. La technologie d'assistance, c'est-à-dire on doit assister les utilisateurs avec des hyperliens descriptifs et soulignés, des couleurs et contrastes, des textes alternatifs. Et bien sûr, on peut faire du développement du site web et multimédia avec la création des éléments multimédia. Donc, on doit créer des images, des photos, des figures, etc., les logos, les banners. On peut créer des sites web avec des balises HTML, par exemple ici.
pour marquer le débit d'une balise en document HTML. On utilise ce symbole-là. Je suis pour insérer une image. On indique cette balise. On insère une règle horizontale, etc., etc. Pour créer le site Internet. Voilà, c'est une page. Vous voyez HTML. Il y a le HTML5 aussi. Voilà. Feuille de style cascade, le CSS. On peut l'utiliser aussi pour la création des pages web. On peut créer les sites web à partir de langage balise, langage de script. Donc, par exemple, JavaScript, VB-script, Perl, avec Ajax, ou les outils de développement de contenu, ActiveX, ou le VMRL, ou on utilise des logiciels de création de sites web. Donc, il y a des pages d'accueil à développer, des HTML, des pages HTML pour l'accueil, des pages d'accueil en cours de création. On va tester et publier et maintenir les sites. C'est-à-dire que si le site est une fois développé, on va l'héberger quelque part. Donc, on doit le tester, publier et maintenir notre site pour voir s'il est bon ou non côté utilisation par les utilisateurs finaux. Et après, le venir de support multimédia basé sur le web, c'est que le contenu sur le web, les services de cloud et les appareils de divertissement à domicile, ils continuent probablement de converger pour permettre un accès transparent au contenu souhaité sur l'appareil et le choix de l'utilisateur. Et donc là, la technologie, elle continue, bien sûr, à évoluer pour soutenir le désir croissant des multimédias mobiles. On peut aussi utiliser des algorithmes ou des applications, disons, multimédia, bien sûr, liées à un emplacement géographique, lié à un emplacement géographique ou un statut actuel, ce qui implique un contenu généré par l'utilisateur euh, qui continue probablement de croître. Voilà. Donc, on avait dans ce cours les supports multimédia, les images, les vidéos, mais on a déjà évoqué ça dans quelques chapitres, hein, comment créer les images, surtout les supports avec le photo, avec le Adobe Express, comment on peut créer, comment dirais-je, on crée des logos, des images, des banners bien déterminés qu'on peut l'insérer dans notre site web. Ce site web, il doit être écrit avec des pages web. C'est pas une page web qui est écrite en HTML ou autre environnement, comme on a déjà vu JavaScript, le CSS, etc. Une fois on a préparé l'environnement, du dev, et bien sûr, on a écrit notre page web qui est très importante dans notre cas. Il faut bien sûr développer le site, essayer d'avoir un site un peu ergonomique, côté ergonomie, qualité, il est attractive, voilà. Et après, à la fin, on va héberger ce site quelque part sur une machine sur le web. Et bien sûr, on peut exploiter ces sites-là. Exemple, pour voir un petit exemple. Voilà, ici, donc vous avez le site. Par exemple, ici, je cherche un site web. Mes deux champs, par exemple, voilà. Donc, on visite notre site. Voilà. Mais je dois faire Medoshine. Voilà un exemple qui s'appelle Medoshine. Et là, c'est un site web pour la commerce électronique. Vous voyez. Donc, il est un peu ergonomique. Il autorise le cookie qu'on a déjà parlé. Est-ce que c'est autorisé ou non?
Là, il te donne un email qu'on a déjà vu, c'est-à-dire vous pouvez tester, écrire euh, pour être à jour avec les informations. Je peux faire ça, sign up, et là, je vais obtenir les différentes mises à jour de ce site et ces différents, bien sûr, euh, promotions, peut-être, ces différentes informations et signaux. Il y a aussi l'organigramme des produits. Oui, il est bien organisé, les produits, les inspirations sur les articles, le choix, les promotions. Vous pouvez faire un compte, choisir la langue, naviguer facilement ici, contact de la société. Hmm. Vous visitez notre site et de Université peut-être. Voilà notre site de l'école. Voilà. Pour voir l'ergonomie, vous voyez le choix de couleurs. Voilà. Les enseignants en fait département informatique. C'est notre département licence technologie de l'information. Le plan des matières, le contact, le contact avec les réseaux sociaux. Oui, ici. Est-ce qu'on peut rejoindre ceci? L'admission est fermée. Les événements, voilà. On utilise des images des fondateurs, voilà. Des photos, voilà. On peut faire des zooms, conseil d'administration, par exemple, ici. Voilà, c'est du support multimédia ici. Parle de support multimédia. Vous cherchez d'autres supports, des vidéos, par exemple, ici, qui sont incorporés dans votre site. Voilà un exemple. Inscription. Seuls les étudiants comme de notre agence. Voilà. Il y a la licence, les bourses, corps professoral, c'est-à-dire les enseignants. Chaque enseignant trouve les, les contacts de nos enseignants. C'est moi ici, par exemple. J'utilise ces photos. Voilà, voilà. Euh, voilà. Les autres enseignants de Mitouche, Ayman, Edir, Soukaina, etc. Les cadres aussi. Ce sont des figures qu'on doit intégrer dans notre environnement. Il y a Ahmed, Amir, Adir. Voilà. Voilà, grosso modo, ce qu'on a. Un exemple de site avec des images qui sont euh, incorporées dans le site. Voilà, avec différents formats. Voilà. Donc, on a vu cette partie. J'espère que vous avez bien maîtrisé cette partie. Je vous remercie par votre attention et
À la prochaine. Merci.